Je me retrouve donc avec Marie-Louise Kernéis, la présidente de la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Bonjour. Bonjour. Premièrement, pour définir un peu le territoire, qui est représenté par la commission scolaire des Grandes Seigneuries? Écoutez, la commission scolaire des Grandes Seigneuries, c'est l'aboutissement de la fusion de deux commissions scolaires, la commission scolaire du Goéland et la commission scolaire de Châteauguay. Donc notre territoire commence à l'ouest, Châteauguay, Mercier, Léry, Saint-Rémy, Saint-Isidore. Donc en fait, les deux MRC, Jardin de Napierville et Roussillon. Donc on va jusqu'à Hemingford, oui, effectivement, Napierville et La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, etc. Et la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de la fameuse taxe scolaire dont on entend énormément parler depuis plusieurs années. C'est un dossier qui est assez lourd, qui est assez chargé. Oui. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu en quoi ça consiste, la taxe scolaire, d'où ça part et en quoi est-ce que les discussions des dernières années sont importantes? Alors oui, effectivement, la taxe scolaire, très discutée ces temps-ci. Je vous dirais qu'au départ, au tout départ, la taxe scolaire, en fait, c'était pour que les milieux se prennent en main. C'était pour développer un système d'éducation. Après ça a existé le ministère de l'Éducation. Le gouvernement du Québec a pris en charge une grande partie des responsabilités au niveau de l'éducation, mais malgré tout est restée quand même cette partie de taxe scolaire pour les besoins locaux, des particularités, des décisions locales qui se prenaient. Petit à petit aussi, les budgets sont devenus de plus en plus importants au niveau de l'éducation. Maintenant, l'obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans, etc. Donc, c'est des choses qui ont évolué. Et bien entendu, les conditions d'emploi aussi du personnel. En 2006, il est survenu une augmentation des valeurs foncières, une augmentation drastique des valeurs foncières des résidences. Et à ce moment-là, il y a eu une solution temporaire qui a été proposée par le gouvernement. Quelle est-elle? Oui, alors c'était à ce moment-là le gouvernement libéral qui, suite aux pressions faites par certaines commissions scolaires considérant l'augmentation de valeur foncière, mais sectorielle par exemple. Exemple, vous savez, c'est tous les 3 ans que le rôle d'évaluation est revu dans les municipalités et ce n'est pas tout à la même date sur le territoire de la commission scolaire. Okay. Donc, il y avait, dans certains secteurs, l'impact était beaucoup plus important au niveau de le rôle d'évaluation augmentait tellement que l'impact auprès des citoyens sur leur compte de taxes scolaires était très important. Des représentations ont été faites auprès du gouvernement et finalement, donc, il y a eu cette proposition à l'effet que l'augmentation de taxes scolaires pouvait être étalée sur les 3 ans. C'est tous les 3 ans le rôle d'évaluation, donc sur les 3 ans. Et le gouvernement, à ce moment-là, nous donnait une péréquation qui correspondait à l'économie qui était faite aux citoyens. Donc nous, notre produit maximum de la taxe ne changeait pas. Okay? Et le produit maximum de la taxe, pour revenir sur ce point-là, par exemple, sur l'explication, ce que c'est que le produit maximum de la taxe, si on ne peut pas dire, nous, on a besoin de 50 millions, on divise par ça par les citoyens, etc. Ça, ce calcul-là ne se fait pas de cette façon-là. Il se fait en fonction du nombre d'élèves que nous avons. Okay. Donc, c'est le ministère qui décide et dit, écoutez, vous, avec le nombre d'élèves que vous avez, votre produit maximum de la taxe, c'est tant. Okay? Donc, je ne peux pas décider comme ça du jour au lendemain d'augmenter ça, là. Et après ça, on fait le calcul. On dit, bon, notre produit maximum de la taxe est de 30, je ne me souviens plus, on a regardé 32 millions. On divise ça en fonction de la valeur foncière de tout le territoire et ça donne 25, 30 cents, suivant 27 cents et demi, etc., etc. Ça, le calcul se fait comme ça. Donc, comme je disais, donc, il y a eu cette péréquation-là qui a été créée pour soutenir non pas la commission scolaire, puisqu'on gardait le même produit maximum de la taxe, mais pour soutenir le citoyen pour payer sa taxe scolaire. Et le plan, c'était qu'au bout de ces 3 ans-là, c'était égal. Ça redevenait voilà. Et ça devenait égal aussi à travers tout le territoire, etc. D'accord. Il a fallu aussi, par la même occasion, varier notre taux de taxe en fonction des municipalités au moment où leur évaluation foncière était faite. Fait que ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, sur le territoire, toutes les municipalités n'avaient pas le même compte, n'avaient pas le même taux. OK. Parce qu'ils n'étaient pas rendus à la même année dans l'application. En tout cas, c'était très complexe. Il y avait un débalancement entre chacune des municipalités pour la même commission scolaire. Exactement. Et il y avait aussi un débalancement qui se faisait de plus en plus parce que c'était supposé être 3 ans. Finalement, ça s'est
C'est resté jusqu'à cette année. Donc, finalement, l'écart était en train de se creuser de plus en plus entre les propriétaires de maisons, disons, un peu plus élevés, c'est ça, et d'autres qui étaient plus modestes. Et l'écart se faisait de plus en plus de façon, à notre avis, pas très, très correcte. Donc, le C'est-à-dire gouvernement... qu'on remboursait davantage, on avantageait davantage les gens qui avaient des moyens supérieurs à ceux qui avaient des moyens plus modestes. Effectivement. Par un calcul mathématique qui Tout à fait. OK. Alors ça créait une inéquité, effectivement. Donc, écoutez, vous connaissez l'état des finances publiques actuellement au Québec, enfin actuellement depuis quelques années, mais de plus en plus. Le gouvernement, à ce moment-là, au printemps dernier, enfin au dernier budget, nous a annoncé que la péréquation qu'il donnait aux citoyens, et non pas à la commission scolaire, mais il le donnait aux citoyens, allait cesser. Il nous disait, dans 3 ans, ça va être final, et cette année, vous avez un tiers de moins. Donc, un tiers de moins pour notre commission scolaire, ça voulait dire 7 millions. Uniquement pour la commission scolaire des Grandes Seigneuries? Oui. Pour notre commission scolaire, ça équivalait à 7 millions. On se retrouve avec cette décision-là. Ça, concrètement, ça veut dire que vous avez 7 millions à aller chercher quelque part? Ou couper les services de 7 millions, ou augmenter nos revenus. Il y avait ces deux choses-là. Il ne faut pas oublier que le produit maximum de la taxe, c'est ce que le gouvernement nous reconnaît comme nos besoins. OK. Pour faire fonctionner les écoles, pour luxe, donner les services. Ce n'est pas de l'extra, c'est vraiment un besoin fondamental. C'est vraiment dans les besoins. Ils nous disent, écoutez, votre valeur avec 24 000 élèves, etc., ça vaut tant. Que ça, s'ils nous disent réduisez vos besoins, où elle est l'équité là-dedans? De la commission scolaire à côté, l'autre commission scolaire ailleurs qui n'avait pas cette économie-là. Montréal, il n'y avait personne qui avait cette économie-là à Montréal. Okay? Donc, à Montréal, vous avez tant pour desservir vos élèves et un montant différent dans notre commission scolaire. C'est pas correct, ça donne un déséquilibre au niveau de la chance de réussite de nos élèves. Et ce n'est pas le vœu du Québec, je ne pense pas, d'avoir des vitesses variables pour les élèves. Dans les écoles publiques, tout le monde doit être égal, d'avoir les mêmes chances de réussir. Donc, voilà, on a ce 7 millions-là qui nous est annoncé au dernier budget. Et là, on vous suggérait de couper justement dans l'administration, principalement. Ben oui. C'est une phrase qu'on a entendue souvent. Ah, oui. Par contre, on n'a pas souvent entendu concrètement en quoi ça pouvait se traduire. On entend souvent le gouvernement dire ils doivent couper, mais où et comment? Et là, vous sembliez dire tout à l'heure que ça... Écoutez, ça fait des années qu'on coupe en administration. On a l'application de la loi 100, de toute façon, qui nous oblige, dès qu'il y a quelqu'un qui part à la retraite, d'évaluer le poste. On doit couper un poste sur 3. En tout cas, c'est déjà des coupures majeures qui ont été faites en administration. Puis, moi, je regrette, mais l'administration, là, on a beau dire ce qu'on veut dire, mais l'administration, il y en a besoin de l'administration. Je veux dire, ces personnes-là travaillent, répondent à des besoins, répondent à des commandes qui nous viennent du ministère, de reddition de comptes, etc. Je trouve ça désolant qu'on soit toujours en train de mettre ça sous le thème économie, l'administration. C'est pas reconnaître le travail que les gens font. Et de toute façon, vous disiez que même si on supprimait toute l'administration, on n'arrivait n'atteignait même pas le manque à gagner. Non, effectivement. Et vous savez que dans l'administration, dans ce qu'on paye en administration avec la taxe scolaire, il y a aussi les directions d'école, il y a aussi les secrétaires d'école, les concierges d'école. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait couper tout ce monde-là? Ça a comme pas de sens, pas de sens. Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Oui, on en a fait des efforts. Mais vous savez que parallèlement à ça, on avait le 7 millions, mais on avait aussi une coupure de fonctionnement de 3 millions. Alors, où on en est là? Ça faisait 10 millions à couper. Ça n'a pas de sens. On est en train de mettre en danger le système public d'éducation au Québec là, de façon dramatique. Il faut vraiment que les gens le réalisent. Donc, on vous revient à la taxe, malgré tout. Et donc, il y avait cette décision du gouvernement de nous couper de 7 millions. Nous avons regardé les possibilités de réorganisation, de coupures possibles, et effectivement d'augmenter les revenus. Alors, augmenter les revenus, il n'y a pas 50 façons. Hein. Il y a 3-4 façons. Il y a le citoyen, par la taxe. Il y a les parents dans les frais chargés aux parents. Okay? Et ça, c'est jamais très, très bien accepté, même si on l'a fait cette année au niveau de la surveillance pour le secondaire, effectivement. Et l'augmentation des services qu'on donne. Quels sont les services qu'on donne? Outre l'éducation. Nos bâtisses sont utilisées par les municipalités dans les loisirs. Si j'augmente les coûts aux municipalités,
c'est de faire d'une autre façon ce que je ne fais pas directement. C'est de transférer le problème dans d'autres mains, soit la main de la ville qui va devoir de toute façon charger les citoyens ultimement. Exactement. Donc, nous autres, au Conseil des commissaires, chez nous, on s'est dit, écoutez, ce 7 millions, ce 3 millions cette année et le 3 millions l'année prochaine, a priori, on ne peut pas faire autrement que de le charger aux citoyens. Ça, c'est ce qui a été décidé au printemps passé, en termes au budget. Parce que c'était la solution que vous préfériez ou parce que c'était la seule solution qui vous semblait applicable? Écoutez, c'était par respect pour les services que nous devons rendre aux élèves, le soutien qu'on doit donner aux enseignants pour la réussite des élèves, c'était essentiel pour nous et c'est ce qui nous a menés à cette décision-là. Parce que là, vous sentiez que vous étiez rendu à un point que si on coupait davantage, on s'en serait ressenti gravement dans les services offerts aux citoyens. Et aux élèves, bien entendu. Je veux dire, on a fait des coupures, là. Je veux dire, on a réorganisé au niveau des techniciens en éducation spécialisée, etc. On a réorganisé. Ça a équivalu à un montant d'argent, effectivement. Mais en même temps, jusqu'où on va aller dans ces coupures-là, ça n'a pas de sens. Et quand on voit l'augmentation d'élèves en difficulté que nous avons dans les écoles, écoutez, et la diversité qui nous est demandée de la part pour l'intérêt, pour la persévérance scolaire, écoutez, le système public d'éducation au Québec va être très malade, est en train de devenir très malade. Et est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a moyen d'entrevoir la situation de façon un peu plus positive? Ou est-ce qu'en ce moment, on est à un point où on est bloqué? Bien, je pense il y a des réflexions, mais c'est des réflexions qui appartiennent au gouvernement, je veux dire, au parti au pouvoir, peu importe lequel il est, comme responsabilité. Moi, écoutez, si on me dit que je dois couper le service public, je regarderai le service privé aussi. Okay? Et on me dira que, écoutez, tous les élèves du privé, s'ils venaient au public, vous n'y arriverez pas, puis ça coûterait plus cher au gouvernement. Ça, c'est la défense qu'il y a, qui revient tout le temps. Il y a quand même des provinces, on est la seule province au Canada qui finance les écoles privées. Et puis les écoles privées existent encore dans les autres provinces aussi. Ils sont financés quand même à une hauteur importante. Zéro. Ici, au Québec, oui, 60 c'est ça. 60 60 officiellement. Okay? C'est ce qu'on nous dit. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir les chiffres, on n'est pas capable d'avoir la démonstration, parce que nous, on est obligé de faire une reddition de comptes. On a le vérificateur général qui vient vérifier tous nos comptes. On a le gouvernement qui nous demande 3 redditions de comptes au niveau de nos finances. On n'en voit jamais des écoles publiques. On n'a aucune idée comment ça fonctionne, on n'a pas la preuve. On n'a pas les mêmes exigences au niveau des absolument écoles publiques? Absolument pas. La même exigence, sûrement pas. Nous, on n'a pas la preuve, en tout cas, qu'il y a cette exigence-là. Et il faudrait qu'elle soit transparente. C'est ça, s'il y en a une, ça se passe à l'interne et le commun des mortels n'a jamais accès à ça. Jamais accès à ça, jamais. On ne le sait pas. Et les responsabilités qu'ils ont sont tout à fait différentes des nôtres. Nous autres, on a obligation de service à tous nos élèves, quels qu'ils soient, quand il arrive, à l'endroit où il arrive, au moment où il arrive, avec les difficultés qu'il a. Au public, au privé, si l'élève ne fait pas l'affaire, on le retourne au public. Donc, il y a une facilité quand même de fonctionnement. Je ne dis pas que c'est une pratique courante, là, mais c'est quand même quelque chose, et ce n'est pas ce que je veux non plus, parce que je pense que tous les élèves doivent avoir une chance, tous les jeunes doivent avoir une chance de réussir. Mais en même temps, on ne compare pas du tout les mêmes choses. On parlait de la fédération tout à l'heure, la fédération, il y a un gros travail qui est en train de se faire justement de recherche, mais c'est très difficile d'avoir la compréhension de ce qui se passe au privé. Mais en termes d'équité pour tous les enfants du Québec, si le gouvernement n'a plus d'argent, il va falloir réfléchir à une autre façon de faire. Et cette autre façon de faire, là, outre le fait de couper dans les commissions scolaires, c'est de regarder auprès du privé, à mon avis. Alors, la solution passerait peut-être par des coupures au sein du privé, ou du moins une réorganisation et davantage de transparence. De la transparence, ça c'est clair. Ça, c'est la première chose. Convainquez-moi que c'est égal. Nous, on n'a pas de fondation qui vienne en aide, on n'a pas toutes ces choses-là. Je veux dire, quand on voit, on est en demande de financement pour construire des gymnases, construire des arénas, etc., dans notre commission scolaire, avec la ville de Lapéry en particulier. Et puis, on voit qu'à côté de ça, le gouvernement donne de l'argent au collège privé pour construire un terrain de football. J'ai de la misère avec ça. Je ne comprends pas ces choses-là en termes de principe.
c'est public. Il faut favoriser le public quand même. Puis je ne dis pas de favoriser et de se fermer les yeux de ce qui s'y fait. Il faut, et on rend des comptes, mais il faut quand même avoir cette réflexion. Eh bien, Marie-Louise Carnéis, je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance dans ce combat et on va se souhaiter l'amoindrissement de ce fossé qui se creuse encore malheureusement de jour en jour. Pour nos jeunes. Merci beaucoup, Marie-Louise. Merci. Je suis avec Linda Gervais, la coordonnatrice du RIAPAS. Mais merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Premièrement, simplement pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient peut-être pas l'organisme, qu'est-ce que le RIAPAS? Le RIAPAS, c'est l'acronyme de Réseau d'information et d'aide aux personnes assistées sociales. Nous, on est là, on est un organisme de défense de droits. Donc, on est là pour aider les gens à défendre leurs droits sociaux auprès du gouvernement. Donc, on va faire de l'accompagnement pour faire des demandes de révision auprès du ministère de la Solidarité. On va faire de l'aide aussi pour remplir des formulaires. On va aussi surtout travailler à la défense des droits. C'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai été très interpellée par les augmentations des frais d'encadrement au niveau secondaire. Comme on travaille beaucoup en collaboration aussi avec le comité pauvreté alimentation de la table de la petite enfance de Châteauguay, je travaille sur ce comité-là et on a décidé justement de faire une sortie contre ces augmentations-là parce que pour nous, le principe de l'école gratuite devrait rester. Évidemment. Donc, le sujet de notre aujourd'hui, c'est la hausse donc, dans les frais de scolarité. L'an dernier, donc, comme vous disiez, on vous a vu être très actif dans le dossier, plus précisément au niveau des frais d'encadrement de l'heure du dîner. Vos actions concrètement, en tant que regroupement, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement comme action? Concrètement, on ne peut que dénoncer. On est un peu comme les parents, on subit les décisions du gouvernement, des commissions scolaires, des écoles. Puis on essaie, nous, de faire pencher la balance, de faire changer un peu les façons de penser parce que l'école, c'est supposé être gratuit. Et les gens que nous, on défend, c'est des gens qui n'ont peu de ressources et pour qui l'impact est très important. Et souvent, on ne tient pas compte du revenu des personnes. Quand il y a ce genre de hausse-là, la même hausse est appliquée également à tout le monde. À Châteauguay, en 2006, on disait qu'il y avait 10,4 % de gens qui étaient à faible revenu. Évidemment, comme vous dites, pour eux, cette hausse-là est beaucoup plus significative que pour quelqu'un qui a un bon salaire. Oui, elle est souvent dramatique parce que le revenu disponible pour certaines personnes est tellement mince par mois que ne serait-ce que d'augmenter, même si on dit « Ah, c'est juste une augmentation de 10 $ par mois », bien 10 $, c'est énorme sur un revenu. Si on regarde les personnes monoparentales qui sont à l'aide sociale, sur un 610 par mois, c'est énorme. Et cet argent-là, généralement, il faut qu'il soit pris ailleurs. Si on me prend 10 $ d'un côté, on m'exige en fait 10 $ d'un côté, il faut aller chercher ce 10 $-là. À ce moment-là, ces familles-là, vers quoi elles peuvent se tourner? Bien, en fait, c'est le même phénomène qu'on assiste à ce phénomène-là pour beaucoup, beaucoup de familles. C'est-à-dire que les familles ont un niveau d'endettement assez élevé. Quand ils ont payé la voiture, le loyer, l'électricité, toutes les dépenses qui sont non compressibles, il en reste juste une, c'est l'alimentation. Il y a de plus en plus des banques alimentaires. On a beaucoup à la rencontre châteauguoise qui font des repas et qui vont aider les gens. Ils vont repartir avec un peu de nourriture pour les journées. On a de plus en plus de familles complètes qui débarquent pour aller manger. C'est un phénomène qui est de plus en plus grand, mais les gens paient ce qu'ils sont obligés de payer. Et après, bien, la nourriture, si on peut aller dans une banque où on aura de la nourriture gratuite, c'est là qu'ils vont. Donc, la seule dépense compressible, c'est triste de le dire, quand tu penses à ça, tu te dis, ben voyons, mais la seule dépense compressible, c'est l'alimentation. Alors que c'est un des besoins de base, un des besoins essentiels de base. Essentiel. Surtout si on regarde les gens qui vivent sur l'aide sociale. On a différentes catégories à l'aide sociale. Quand tu es une famille monoparentale, avec le soutien aux enfants qui arrive par le gouvernement et la prestation fiscale canadienne, ces gens-là ont 85 % du montant qu'ils ont besoin pour couvrir les besoins de base, qui sont se loger, se nourrir et se vêtir. Ça veut dire que dès qu'on augmente de 10 $ quelque chose, c'est 10 $ de nourriture qui est coupé. Directement. Directement. Ça ne peut pas être autrement parce que le loyer ne va pas diminuer parce que l'école a augmenté ses frais. Donc ça, c'est une problématique qui nous touche énormément parce qu'on se dit que si on veut faire sortir
des jeunes du cycle de la pauvreté, c'est par l'éducation. Donc, si on touche à quoi que ce soit dans l'éducation, c'est un tort qu'on leur fait, puis on les fait partir déjà en arrière de tout le monde en leur donnant des choses comme ça. On augmente un peu le fossé qui existe déjà, qui pourrait déjà exister. On encourage un peu l'accentuation des différences entre les gens qui sont en moyen et les gens qui sont plus Exactement. Puis c'est souvent une grosse problématique. Là, on parle des frais d'encadrement au secondaire. Je tiens à faire remarquer qu'on peut laisser nos jeunes à la maison sans surveillance, mais à l'école secondaire, sur l'heure du dîner, ils ont besoin d'être encadrés. Déjà, on peut questionner ça. En plus, les frais d'encadrement ont été considérés un peu comme un frais afférent que tu as à l'université. Que le jeune utilise le service ou qu'il ne l'utilise pas, il doit le payer quand même. Ça, c'est contraire à ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit, non, si le jeune n'utilise pas le service de dîner, il n'aura pas à payer. Mais c'est pas vrai. C'est considéré comme un frais afférent. Dans les écoles où on a appelé, ils nous ont dit, ah, si jamais le jeune a de la récupération à faire, il doit être encadré au dîner, on doit payer les frais. Et ça, est-ce que ça se passe réellement comme ça? Le directeur de l'école se fait appeler, se fait dire la hausse est appliquée, il n'y a pas de discussion à ce moment-là? Ou est-ce qu'il y a moyen pour chaque école d'un peu de... On avait discuté avec Mme Kernéis, qui est la présidente de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, qui nous a expliqué que c'était souvent les écoles qui vont choisir comment on applique cette baisse-là. Donc, dans chacune des écoles, les montants sont différents pour les frais d'encadrement. Donc, en fonction du choix de la direction de l'école, il va se passer une augmentation plus ou moins grande. Là, dans ce cas-ci, ça s'est passé à la commission, au niveau de la commission scolaire au complet, parce que dans la commission scolaire des Grandes Seigneuries, c'est la commission scolaire qui charge les frais. Les parents doivent envoyer un chèque à la commission scolaire. Donc, puis c'est ça pour beaucoup de services de garde, quand on parle au primaire aussi. Même si c'est un autre nom pour le service de garde, on fait quand même le chèque à la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Donc, ça devient une division de l'école. Et là, c'est eux qui décident comment ils vont appliquer. Mais c'est sûr que si la commission scolaire a dit au directeur d'école ou aux directrices, vous pouvez augmenter les frais, ils ont augmenté les frais. Ils n'ont pas cherché plus loin. Parce que c'est la solution peut-être la plus évidente, la première solution qui se présente. Selon vous, est-ce qu'il y en a d'autres solutions? Est-ce qu'il y aurait moyen de rendre ça plus équitable, disons? Bien, il y a sûrement moyen. Dans le fond, on parle beaucoup de tarification sociale. En fait, on devrait pouvoir avoir des tarifs en fonction des revenus qui sont disponibles maintenant. Et j'insiste sur le maintenant parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, les parents ont les moyens de payer une telle augmentation. » Oui, si on considère, puis là je dis oui avec on peut peut-être accepter qu'il y ait une augmentation qui se fasse, mais les parents doivent pouvoir la répartir et c'est pas ça qui se passe présentement. Les parents ont des grandes difficultés. En septembre, ils doivent payer les cahiers, tous les vêtements, toutes les choses que les jeunes ont besoin pour commencer l'école, mais en plus, ils doivent aussi payer tout ça, ces frais-là, tout de suite, pour l'année qui s'en vient. Donc, le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est un mois infernal. C'est 2 mois infernales dans les banques alimentaires. On sent l'augmentation parce que les parents sont occupés à payer ce qu'il faut pour l'école. Et tout arrive en même temps? Tout arrive en même temps. Donc, à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, on charge la totale? Exactement. Bon, Mme Kernéis, la directrice, la présidente de la commission scolaire, nous disait « il y a moyen de prendre des ententes ». Elle dit, si le parent démontre sa volonté de payer ne serait-ce qu'$1 par mois, on va accepter puis on va continuer à travailler dans ce sens-là. Mais encore une fois, on demande au citoyen lui-même d'effectuer les démarches. Exactement. Nous, on a demandé à la directrice, et c'est encore en branle, on essaie de voir si nous, les organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes, si nous-mêmes, on peut contacter l'école et prendre des ententes. On s'est fait dire que les directeurs étaient frileux un peu. Ils ne veulent pas confronter des organismes communautaires. Naturellement, c'est plus facile de confronter un parent tout seul. Mais il y a beaucoup de parents qui peuvent prendre le téléphone 20 fois pour appeler le directeur, pour essayer de faire une entente, mais qui ne sont pas capables de faire ce geste-là. Ils ne sont pas capables parce qu'ils sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'ils doivent faire ce geste-là avec Hydro-Québec, ils doivent faire le geste avec les services de téléphone, ils doivent faire ça partout. Quand c'est pas voir le propriétaire pour lui dire, bien là, c'est la rentrée scolaire, j'ai pas d'argent pour te payer septembre, je vais te le payer plus tard. Mais le revenu disponible est tellement mince que d'accumuler une dette comme celle-là, ça finit par mettre les familles vraiment dans un pétrin épouvantable. Et que ça donne que moi, au mois de janvier, j'ai reçu des gens qui sont venus me voir pour me demander de l'aide et j'avais reçu des menaces de huissier par la commission scolaire.
Donc, quand on est rendu à envoyer des huissiers à des gens qui sont sur l'aide sociale, qui essaient d'envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils s'en sortent et qui ne continuent pas à faire, comme ma ministre Maltais avait dit, à tout le monde en parle, des assistés sociaux de génération en génération, quand la ministre dit une chose comme celle-là et de l'autre côté ne laisse pas la chance aux jeunes qui sont de familles, qui sont à l'aide sociale, d'aller à l'école sans problème. Parce qu'il faut dire aussi que quand les parents ont passé tout le primaire à se battre pour essayer d'envoyer les enfants à l'école et leur fournir ce qu'ils ont besoin, ça c'est sans parler de toutes les activités scolaires qu'ils ne peuvent pas avoir accès, mais quand ils arrivent au secondaire, les parents sont épuisés. Donc, le maintien de leurs jeunes jusqu'en secondaire 5 à l'école, avec tous les frais que ça implique, souvent, ils vont tellement comme être dans le pétrin que le jeune va se sentir de trop d'aller à l'école, il va décrocher. Parce que ça se ressent aussi, il y a des conséquences qui ne sont pas seulement économiques qui sont reliées à ça. Il y a des conséquences, évidemment, qui doivent être un peu, et pour l'enfant et pour les parents. Vous parliez d'aller, ne serait-ce que prendre le téléphone pour aller dire « j'ai des problèmes d'argent », devoir constamment essayer de négocier avec ça, c'est difficile aussi il y a un côté moral très, très difficile. Très difficile, puis en plus, je ne comprends pas pourquoi on se permet de mettre un fardeau comme celui-là sur les parents. Parce que c'est connu, les professeurs qui sont dans l'école et qui voient les jeunes de secondaire 1, secondaire 2 arriver et qui ils constatent que ces jeunes-là ne mangent même pas. Donc, ils savent, ils sont au courant que les parents n'ont pas d'argent pour payer. Donc, pourquoi leur demander ce fardeau-là quand on pourrait tout simplement dire, bon, il va à l'école, il y a des frais d'encadrement, tu es sur l'aide sociale, tu ne payes pas ces frais-là, ou tu travailles au salaire minimum qui est quasiment l'aide sociale de toute façon, on ne te chargera pas ces frais-là. On rééquilibrera à la fin de l'année dans les impôts ou quoi que ce soit, mais il y a une façon d'organiser quelque chose pour enlever ce fardeau-là, puis de garder le bonheur d'aller à l'école pour ces jeunes-là. Parce que c'est ça qui est important. Quand le jeune va à l'école, puis qu'il n'a pas mangé, puis qu'en plus ses parents sont en maudit parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il y a des frais, puis qu'il y a une lettre de huissier qui est rentrée, le jeune n'a pas envie d'aller à l'école. Puis c'est un problème énorme. Puis c'est aussi de réussir, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut bouger pour les faire sortir de cette problématique. Et si on se retrouve coincé dans ce genre de situation-là, comment est-ce qu'on fait affaire avec le RIAPAS? Comment est-ce qu'on peut se faire aider par le RIAPAS? Bien, c'est certain que quand il s'agit des frais d'encadrement, c'est sûr que les gens peuvent venir me voir. Il y a des possibilités de négocier avec la commission ou avec la direction de l'école. Même ça, vous pouvez faire ce pont-là? On peut faire ce pont-là. C'est sûr qu'on est, tous les organismes communautaires, on essaie que ce soit les gens qui fassent leur démarche. Okay? Nous, on est là pour pallier quand les gens ne sont pas capables de le faire. Parce qu'on se dit, on n'a pas à faire le travail à la place des parents. C'est une responsabilité qu'ils doivent faire. Ils sont là, ils doivent faire le travail. Sauf que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faciliter. Moi, ce que je vais faire, je vais appeler un directeur d'école ou une directrice, je vais lui dire, bon, j'ai telle personne dans mon bureau qui demande de l'aide, elle n'a pas encore les capacités, mais elle aimerait, puis on va négocier avec eux autres. Pour ce qui est des frais d'encadrement, on peut toujours réussir à faire changer, mais c'est pour ce qui est des frais de garde, par contre, ça, c'est très différent. Les frais de garde pour les jeunes qui sont au primaire, qui vont au service de garde après l'école, au dîner aussi, ils sont encadrés par le service de garde. Ces parents-là qui encourent des frais, là, c'est 7 $ par jour. Peut-être que ça va devenir 8 $ par jour, ça nous inquiète énormément. C'est les gens, là, vous allez me dire, les gens qui sont sur l'aide sociale n'utilisent pas les services de garde. C'est un fait, ils sont moins touchés. Par contre, les gens qui travaillent au salaire minimum, les familles monoparentales, ça devient quasiment mieux de rester à la maison que de payer tous les frais que ça encourt. Parce qu'il y a comme un désistement qui est arrivé. Là, moi, je le rencontre avec mes enfants qui vont à l'école. Vendredi, ils ont une sortie à l'école. Bon, la sortie coûte 20 $. J'ai 2 enfants. C'est 40 $. OK, je travaille, mon conjoint travaille, ça passe. Mais quelqu'un qui est sur l'aide sociale, son enfant ne peut pas l'envoyer. Mais s'il décide de ne pas l'envoyer et de dire, bien, OK, tu ne peux pas y aller, bien, il garde son enfant à la maison. Cette journée-là, l'école est fermée. Bien, Linda Gervais, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner les coordonnées pour vous rejoindre au RIAPAS. Oui, les coordonnées. Bien, nous, on a un bureau à Châteauguay qui est au 71 rue Principale. On couvre les 2 MRC, donc MRC Roussillon et Jardin-Lapierreville. Et pour nous joindre, c'est le 450-691-6682. C'était Linda Gervais, coordonnatrice du RIAPAS.